Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce continent légendaire qu'on appelle l'Atlantide. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un mythe légendaire qui repose essentiellement sur les dires de ce philosophe grec. Mais dans les années 40, les lectures d'un médium américain, Edgar Cayce, vont apporter de nouvelles informations qui vont compléter et détailler la réalité de ce continent dit légendaire. Le lieu indiqué par Platon et qui avait été confirmé plus tard par Cayce est situé à l'Atlantide en face du détroit de Gibraltar, quelque part dans l'océan Atlantique. Quant à la taille du continent, Platon et Cayce parlaient d'un petit continent perdu au milieu de l'océan Atlantique. Quand Platon parlait de l'Atlantide en termes de taille, il suggérait que cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. La taille indiquée par Platon correspondait aujourd'hui à une taille plus grande que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient réunis. Sa taille se chiffrait en milliers de kilomètres et en millions de kilomètres carrés. Mais bon, vous allez me dire qui était ce fameux Edgar Cayce dont les lectures vont nous apprendre un peu plus sur la réalité de ce continent dit Atlantide. Edgar Cayce est né aux États-Unis le 18 mars 1877 dans une ferme de l'État du Kentucky, voisine de la ville de Hopkinsville. Et dès son enfance, il va faire preuve de pouvoir psychique hors du commun. Avec le temps, il va se rendre compte qu'il pouvait carrément mémoriser des manuels scolaires entiers en dormant seulement quelques instants, la tête appuyée dessus. Et afin d'aider ses parents à élever ses quatre sœurs, toutes plus jeunes que lui, Garcas va devoir quitter l'école à l'âge de 16 ans et entrer dans la vie active. Au tout début du XXe siècle, Garcas était voyageur de commerce lorsqu'il va devenir aphone après avoir absorbé un sédatif. Les médecins et spécialistes vont se révéler impuissants de guérir et incapable de s'exprimer, autrement que par des murmures, il va devoir quitter son travail. On va alors lui proposer une place d'apprenti dans un studio photographique. Et quelques mois plus tard, vous avez un hypnotiseur ambulant de passage à Hopkinsville, va réussir à le faire parler normalement sous hypnose. Mais dès qu'il l'éveilla, l'effet va disparaître. L'expérience sera ensuite reprise de manière différente. Edgar Cayce entra lui-même dans un état similaire à celui qui lui permettait de mémoriser ses livres de classe dans son adolescence. Quand il fut endormi, on lui demanda de se prononcer sur la cause de son mal et la façon d'y remédier. Edgar Cayce donnera des instructions précises auxquelles il va retrouver la vue. La voix, je veux dire, pardon. À cette date, le 31 mars 1901, il avait effectué sa première lecture dite psychique. On va s'apercevoir très vite qu'une fois plongé dans un sommeil auto-hypnotique, Cayce n'avait besoin que du nom d'une personne et de son adresse où elle se trouvait pour décrire sans erreur son état de santé, lui recommander un traitement et répondre aux questions la concernant. Et en octobre 1910, le journal le New York Times va publier un article intitulé Un homme inculte devient médecin sous hypnose. Et à partir de cet instant, vous avez des gens de tout le pays qui vont commencer à réclamer l'aide d'Edgar Cayce. À leur photographe professionnel, celui-ci se mit à donner quotidiennement des lectures sur des problèmes médicaux. Par la suite, suite à sa notoriété, il va aspirer à vouloir monter un hôpital où un personnel compétent va appliquer les traitements qu'il prescrivait dans ses lectures. Lorsqu'il était plongé dans son état d'hypnose, Edgar Cayce pouvait entrer dans le subconscient des gens qui venaient le consulter. Il en retirait des lectures assez déconcertantes. En plongeant dans les vies antérieures de toutes ces personnes, il arrivait à remonter leur vie passée jusqu'à l'ère de l'Atlantide. Et certaines de ces lectures nous présentent l'Atlantide comme le berceau de l'humanité où eurent lieu les premières incarnations d'âme dans la matière. Dans son état d'auto-hypnose, Edgar Cayce voyait l'arrivée de l'homme sur Terre non pas comme celle que nous racontent les religions, à savoir que Dieu avait créé Adam d'argile et il lui avait insufflé un souffle de feu, un souffle de vie qui correspondait à son âme. Edgar Cayce lui parlait d'êtres éthérés sans corps physique qui volaient et sillonnaient le ciel de la planète au milieu des dinosaures. Ces êtres dits éthérés, qui provenaient d'une dimension spirituelle, approchèrent progressivement la matière physique en se façonnant par le simple pouvoir de leur pensée un corps physique. Et ces premiers corps physiques n'avaient pas encore acquis le perfectionnement du corps biologique tel que nous le connaissons actuellement. À ces époques fort éloignées, les corps éthérés n'étaient pas encore incarnés à 100% dans les corps physiques. Ils les intégraient temporairement, puis pouvaient les quitter à volonté car la tâche qui scellait l'âme au corps physique n'était pas encore formée. Tout comme les différentes strates biologiques qui formeront plus tard le corps tel que nous le connaissons actuellement. Et pendant leur va-et-vient dans ces premiers corps, une puissance qu'on pourrait traduire par Dieu se chargeait d'apporter les améliorations biologiques. Le premier être éthéré à avoir intégré un corps biologique complet fut un certain Amilius.
qu'on pourrait identifier comme étant le fameux Adam décrit par nos religions. Mais écoutons maintenant Yerkes parler. Bah, un jour, en réponse à une personne qui lui demandait où et quand les êtres humains ont-ils vu le jour, bah, Yerkes va répondre sous hypnose que 133 millions d'êtres éthérés avaient quitté leur monde spirituel et elles étaient guidées par une entité qui était appelée Amilius. Bah, elles étaient arrivées sur Terre il y a de cela plus de 10 millions d'années. Bah, il va ajouter que quand l'homme va sur le plan terrestre en tant que seigneur de ce plan dans cette sphère, il va apparaître simultanément en 5 endroits différents sous une forme éthérée. Bah, Kirkas va préciser que les premières créations de corps physiques elles ont été sur l'Atlantide. On lui posa la question suivante, ces gens-là étaient-ils tels qu'on se les imagine aujourd'hui? Bah, il va répondre que non, c'était des formes pensées. Bah, c'était l'époque de ces développements au cours desquels les individus savaient créer des choses par la pensée. Pour toutes ces entités éthérées venant du cosmos, la Terre devait être agréable à regarder d'en haut avec ses océans, ses montagnes, ses forêts et ces grands animaux qu'on appelait les dinosaures. Bah, pour reprendre le récit sur les entités venant de ce monde spirituel, celles-ci au bout d'un certain temps, bon le temps pour les entités invisibles n'a pas vraiment de limite, hein. Ça peut se chiffrer en centaines d'années, milliers d'années, hein, voire millions d'années. Bah, ces entités vont en avoir assez de cette existence encore, sans spiritualité et sans sensation physique. Elles vont alors décider de se confectionner des corps par le seul pouvoir de la pensée comme elles en avaient le pouvoir. Bah, commenceront alors à se solidifier progressivement pour se confectionner des corps semblables à ceux d'aujourd'hui comme elles en avaient le pouvoir. Et toujours selon Enquête, c'est leur guide, un dénommé Amilius, qui le premier prendra l'initiative de se projeter en homme. Bah, la conversion va réussir et il va se confectionner un corps d'humain à peu près semblable au nôtre. Bah, probablement, c'était à ce Amilius, c'était probablement notre fameux Adam, hein. Puis les entités constatant le résultat de la transformation qui leur parurent plutôt réussi, bah, un grand nombre d'entre eux vont copier Amilius et se projeter dans les corps physiques. Mais n'ayant pas de critères de comparaison pour la taille à cette époque, comme ils n'avaient pas de critères pour la taille à adopter sur cette planète, et constatant la taille gigantesque de certains dinosaures, bah, la plupart de ces entités éthérées vont opter pour une taille comprise entre 3 et 4 mètres. C'était l'époque où la Terre était peuplée de géants. Et d'autre part, de nombreuses autres entités, probablement à l'esprit indépendant, vont vouloir se distinguer et choisir de se confectionner des corps mi-hommes, mi-animaux. Bah, ces êtres étranges virent alors le jour en premier sur l'Atlantide. Bah, selon Kess, les Atlantes ne se firent pas prier pour employer ces hybrides mi-hommes, mi-animaux, hein, dont certains étaient pourvus de sabots, de plumes ou d'écailles à la place du derme, ou même avec des têtes d'animaux. Ils les employaient aux tâches les plus rudes, dont le travail dans les champs par tous les temps. Ils appelaient ces sortes de sous-hommes les choses, qu'ils considéraient comme des esclaves à leur service. Bah, Edgar Cayce nous indique encore que dans d'autres lectures que certaines entités pendant cette période de transformation vont choisir curieusement de copier les formes de dinosaures qu'ils voyaient évoluer sur Terre. Et une fois incarnés sur les terres de l'Atlantide, tous ces êtres humains vont progressivement développer une culture, des sciences et une réglementation, du moins des règlements de bonne conduite. Bah, des idées des villes vont prospérer, un empire va apparaître. C'était une période d'âge d'or pour les habitants de l'Atlantide. Bah, les sciences vont se développer en apportant avec eux la technologie. Mais le problème, c'est qu'après cette période heureuse de paix, de savoir et d'autres connaissances occultes, bah, les peuples de l'Atlantide vont retomber dans une ère de dissension et de conflit. Pour gérer la vie sociale, religieuse et technologique des Atlantes, bah, deux mouvements idéologiques vont se former. Bah, les fils de la loi de 1 et les fils de Bélial. Bah, les premiers étaient pour la paix, la fraternité, le respect et l'utilisation pacifique des forces de la nature. L'âme, pour eux, a été donnée par le Créateur ou est entrée de sources extérieures dans la projection du moi mental. Les fidèles de la loi de 1 respectaient cette vision. Aujourd'hui, on pourrait les comparer à nos fameux religieux. Bah, les seconds, les fils de Bélial, eux, recherchaient la satisfaction des désirs et des sens, le contentement de soi, sans pensée ni considération quant aux sources des choses matérielles. C'étaient des êtres sans moralité.
Les fils de Bélial n'avaient pas de morale, hein, pas de conscience, sinon celle de la satisfaction de soi, hein. Leurs dissensions vont prendre de l'ampleur à cause du sort de ces hybrides dont j'ai parlé et qu'on appelait les choses, qui étaient au service des fils de Bélial. Ces choses, ces robots mi-hommes, mi-animaux, étaient des esclaves au service des plus puissants pour satisfaire leur soif de domination et de leur plaisir égoïste. Les fils de Bélial n'avaient aucune considération pour ces hybrides, hein, qui pourtant possédaient une âme. Et en ce temps-là, on ne travaillait pas pour gagner sa vie comme aujourd'hui, mais certains attentes étaient servis par ces fameux automates, c'est-à-dire ces choses qui appartenaient soit à des particuliers ou à des groupes. Et ces sortes d'hybrides faisaient le travail dans la maison, dans les champs, ou travaillaient comme artisans. Vous direz, pourquoi ces entités choses en étaient arrivées à ce stade? Kerkes nous explique que ces individus qui, pendant leur séjour sur la Terre en tant qu'âme, s'étaient projetés dans la matière afin de devenir des entités autonomes. Elles ne s'étaient pas souciées d'apprendre à se diriger eux-mêmes. On pourrait les comparer aux animaux domestiques d'aujourd'hui, tels que le cheval, la mule, le chien ou le chat. Kess disait que ces choses étaient des entités qui s'étaient projetées dans des corps animaux pour satisfaire des pulsions physiques qui s'étaient trouvées coincées dans les mécanismes de la reproduction animale. Là, je viens de parler de l'arrivée des premières âmes sur Terre en Atlantide. Et maintenant, je vais vous dire quelques mots sur la technologie qui était développée sur ce continent. Et vous allez voir, hein, c'est une civilisation qui avait acquis un haut degré de technologie. Et bon, j'expliquais dans une autre vidéo que les habitants de l'Atlantide s'étaient livrés à plusieurs batailles contre l'empire de Rama qui se trouvait en Inde. Et ils s'affrontaient à bord de vaisseaux aériens qu'on appelait les Vimana. Bon, je reviens à la technologie de l'Atlantide. Toutes les machines de l'Atlantide étaient alimentées en énergie grâce à de puissantes centrales d'énergie dont le principe de fonctionnement reposait essentiellement sur l'emploi d'un cristal aux capacités qui étaient incroyables pour l'époque. Pas un cristal comme nous les connaissons actuellement, mais un cristal fabriqué. En un mot, on accélère artificiellement la croissance du cristal. Le fameux cristal était placé à l'intérieur d'une construction spéciale en forme de dôme, qui pouvait s'ouvrir tout en tournant afin d'exposer le cristal à la lumière du soleil, qui apportait l'énergie issue de l'éther universel. L'intérieur du bâtiment était recouvert avec du métal non conducteur, et l'énorme cristal de forme cylindrique était fabriqué de manière à présenter 6 faces. Au-dessus du cristal, il y avait une pierre qui formait une sorte de chapeau et qui permettait de concentrer les rayons énergétiques qui provenaient de l'extérieur du dôme. Le cristal emmagasinait cette énergie qu'il restituait sous forme d'ondes vers différents lieux de l'Atlantide. Pour servir de point magnétique au dôme, plusieurs cristaux étaient placés autour de la ville à des endroits bien précis. Par ces cristaux, le champ magnétique produit protégeait la ville. Et la puissance de ces cristaux était développée à partir du noyau central situé exactement au centre de la ville. La puissance du noyau était conduite vers les cristaux par un système de tiges de cuivre. À partir de ces tiges de cuivre, il y avait beaucoup de points où l'énergie pouvait être tirée pour assurer la puissance nécessaire à d'autres usages. Le grand cristal qui se trouvait à l'intérieur du dôme fabriquait une multitude de faisceaux lumineux ultra concentrés qui transportaient une énergie considérable et amplifiée. Les Atlantes employaient le spectre énergétique de certains de ces faisceaux lumineux dont ils exploitaient la source d'énergie dans des buts bien précis. Par exemple, ils se servaient de certaines fréquences lumineuses pour le secteur médical et chirurgical. Et d'autres combinaisons de ce spectre étaient utilisées pour le bâtiment, la production et les déplacements de la matière. Pour recevoir cette énergie, les différents appareils qu'utilisaient les habitants de l'Atlantide, hein, je parle des Vimana, des bateaux, voire même d'un appareil qui ressemblait beaucoup à ce qu'on connaît comme la télévision. Tous ces appareils étaient tous équipés de cristaux beaucoup plus petits. Et le transfert d'énergie se faisait par l'intermédiaire des cristaux récepteurs placés dans toutes ces machines. C'est-à-dire la centrale d'énergie qui avait le dôme projetait l'énergie et cette énergie était capturée par les petits cristaux. Plus tard, le cristal fut utilisé à d'autres fins. Le courant de l'énergie fut transmis au travers des régions comme les ondes radio au travers du ciel sous la mer à la vitesse du son.
Par l'utilisation d'autres courants provenant du cristal, les Atlantes étaient ainsi capables de transmettre au travers de grandes distances la voix humaine, les images comme la télévision moderne. Bah, suite à une mauvaise utilisation de ces centrales d'énergie, l'Atlantide va subir un premier cataclysme qui va disloquer le vaste continent, le transformant en plusieurs îles. Et comme le précisait Edgar Cayce dans ses lectures, ce qui va rester de ces îles sera englouti dans un dernier cataclysme qui se serait passé il y a de cela 12 000 ans. Et certaines des lectures d'Edgar Cayce suggèrent qu'un nombre important d'Atlantes vont fuir leur continent avant qu'ils disparaissent et vont venir se réfugier en Égypte en apportant avec eux une partie de leurs connaissances scientifiques. Bah, c'est un peu un apport qui va peut-être probablement stimuler la construction des monuments égyptiens. Je parle des pyramides, le Sphinx et autres monuments. Bah, là, je vais vous parler d'une lecture, 439.1, faite par Edgar Cayce. Bon, ces lectures, comme je l'expliquais, elles se faisaient lorsqu'il rentrait dans le subconscient des gens qui venaient le consulter, hein. Ça, c'est une personne dont l'âme aurait vécu dans un corps d'Atlante il y a de ça plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, cette personne se serait réincarnée et au subconscient, il arrivait à retrouver la vie que cette personne avait passée sur l'Atlantide. Bon, il nous dit, le consultant se trouvait en terre égyptienne quand arrivèrent ceux qui cherchaient des secours et un refuge. Après les soulèvements chaotiques de leur terre natale, l'entité faisait partie de ceux qui étaient venus d'Atlantide et qui aidèrent à rétablir la religion et à reconstruire les temples, car l'entité appartenait à une famille fidèle à la loi de 1. Et cette arrivée de réfugiés à Atlante explique beaucoup de choses, hein, pour l'Égypte, hein, parce qu'on ne comprend toujours pas qui a permis la construction de tels monuments. Et vous allez me poser cette question, mais si les Atlantes étaient arrivés en Égypte, où se trouve leur fameuse machine? Comme là, vous voyez, vous avez le hiéroglyphe de l'Abydos où on voit des dessins représentant des appareils. Bah, c'était les Vimana qu'utilisaient les Atlantes. Bah, comme je l'ai expliqué, suite à une mauvaise utilisation des cristaux, les rois de l'Atlantide ont fini par détruire leur continent. Et bon, les réfugiés ne voulaient pas reproduire le même résultat, donc ils ont décidé de cacher cette technologie. C'est pour cette raison que beaucoup de rumeurs disent que sous le plateau de Gizeh et sous le Sphinx, il y aurait toute une série de salles dites secrètes où seraient entreposées les archives de l'Atlantide, et avec quelques appareils à déposer à l'intérieur. Mais bon, je pense que les Américains, du moins certains archéologues américains, ont déjà découvert certaines de ces salles. Ils ont récupéré certains appareils, des petits appareils. Et là, à partir de cet instant, on ne va plus retrouver ces appareils parce qu'ils les emmènent aux États-Unis et ils les étudient. Mais bon, là, je vais vous parler d'une carte assez étrange qu'on appelait la carte de Pérez. Et je pense que cette carte serait une preuve de l'existence de civilisations très très développées. En 1929, on va retrouver à Constantinople, en Turquie, une carte incomplète datée de 1513. Cette carte représentait l'Amérique du Sud, l'Afrique sur des longitudes relativement correctes. Cette exactitude était pourtant impossible car au XVIe siècle, les connaissances cartographiques étaient minimes. Notamment, on ne savait pas calculer les longitudes. Et la carte de Pérérès est devenue célèbre, mais elle n'est pas la seule carte ancienne et authentifiée, qui pose bien des problèmes. Cette carte qui a été étudiée par le capitaine Mallory va découvrir qu'elle représente une partie de l'Antarctique, mais libérée des glaces. Et c'est ce qui va l'intriguer parce que ce continent, déjà, il a été découvert qu'en 1818 et est complètement recouvert de glace. Là, ce qui va l'intriguer, c'est que si ces cartes représentent l'Antarctique sous la forme de plusieurs îles, c'est qu'à l'époque où cette carte avait été faite, la glace n'avait pas encore couvert l'Antarctique. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 12 000 ans, vous avez un cataclysme qui a détruit complètement l'Atlantide. Et bon, les pôles de la planète ont dû pivoter de plusieurs degrés.
Et les régions du pôle Nord, à l'origine, elles étaient un peu plus au nord, plus au sud, j'allais dire. Et du fait du pivotement, bah, elles se sont retrouvées carrément au pôle Nord. Donc elles ont été recouvertes de glace, instantanément.